Merci aux organisateurs, notamment Dr Farid Al-Mallem et Dr Othman Touzani et Dr Filali Mounir de m'avoir associé à cet événement qui m'a donné l'occasion d'aller découvrir un peu plus la, disons, euh, la dimension avec laquelle l'intelligence artificielle est en train d'affecter les différents aspects de la santé, notamment, en l'occurrence, ici, la biologie médicale. À vrai dire, il y a quelques années, j'étais loin de penser qu'un jour, je me retrouverais en train de discuter sur l'intelligence artificielle. Si vous permettez, je vous raconte cette anecdote. En 2016, j'ai eu l'occasion de croiser le directeur de l'innovation, le directeur international de l'innovation de la société Sanofi. Pendant la discussion, il me posa la question suivante. Comment se fait-il qu'il n'y a plus de grandes découvertes, il n'y a plus de grandes ruptures en termes de savoir et de connaissances depuis un certain temps? L'atome, on le connaît depuis longtemps. Le paradigme central de la biologie moléculaire, ADN, ARN, protéines, est déjà déterminé. Les systèmes solaires, toutes ces connaissances-là, on les a, il n'y a plus vraiment de rupture au niveau de savoir. La discussion est amenée sur le fait que probablement on a touché un plateau au niveau des découvertes, et que pour pouvoir relancer la machine des grandes découvertes, parce qu'on est loin, on est conscient, on est loin de prétendre qu'on connaît tout ce qui se passe dans cet univers. On est vraiment loin, aussi bien au niveau dogmatique. J'ai répondu que oui, on a touché. Alors comment il me posa la question, qu'est-ce que vous proposez comme moyen pour essayer de sortir de ce plateau? C'est une très bonne question. Je n'avais pas de réponse sur le champ. Je n'ai jamais pensé cette question. Et puis, je lui ai dit, je crois que probablement la sortie du plateau viendra par la multidisciplinarité. Donc, c'est-à-dire, on mettrait autour de la table les acteurs, les stakeholders de différentes disciplines, et ensemble, le métissage, le mariage des idées pourrait sortir de l'impasse au niveau savoir. Il m'a dit, oh, oui, vous avez bien trouvé la réponse. Mais le problème, c'est combien de personnes vous allez pouvoir mettre autour de la table. Le cerveau humain, il est capable d'assimiler, d'intégrer et de sortir un output raisonnable à partir de combien de personnes autour d'une table. Imaginez, vous avez 20 personnes, si chacun prend la parole 5 minutes, c'est déjà 60 minutes, et vous ne pouvez rien dire de tout à fait raisonnable en 5 minutes. Donc j'étais bouche bée, je n'avais pas de suite. Alors il a enchaîné pour dire la solution, c'est l'intelligence artificielle. Sur le champ, j'ai rien compris. C'était en 2016, hein, j'ai rien compris. Quel rapport y a-t-il entre l'intelligence artificielle et la sortie de l'impasse au niveau savoir? Et ce n'est qu'en 2017 que j'avais compris pourquoi on parlait de l'intelligence artificielle lorsqu'il y avait un milestone au niveau au niveau d'une solution qui était proposée par Google au niveau de diagnostic de maladies dermatologiques et au niveau de prédiction de pandémie, que je commence à comprendre, mais ce n'est qu'en 2018,
alors travaillant pour le Centre national pour la recherche scientifique et technique à Rabat, il y a eu un appel à projet pour l'intelligence artificielle et à ma surprise, il y avait 500, 350 propositions qui sont arrivées sur la table de centre. Et donc, du coup, c'est comme des champignons, des projets, des idées qui viennent partout et qui ont démontré cette volée soudaine de ce que c'est que l'intelligence artificielle, alors qu'il y a un certain temps, personne ne parlait. Et puis, du coup, vous l'avez tous réalisé, depuis 2-3 ans, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que on a tendance à penser que l'intelligence artificielle est une histoire d'informaticiens, c'est une histoire d'électroniciens, de mathématiciens, de statisticiens, et c'est tout à fait, et on a tout à fait tort. Dr Imad pourrait me contredire, si vous voulez bien. Donc, l'intelligence artificielle, c'est l'affaire de tout le monde, et que chacun de nous, chaque discipline, a le devoir de comprendre comment le système fonctionne et comment l'intégrer dans sa propre profession. Donc l'intelligence artificielle est une nouvelle révolution. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir comment cette intelligence artificielle est en train d'envahir le champ de la biologie médicale. Alors, ma présentation serait rapidement le plan, une petite définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle, quelques applications dans le champ de la biologie médicale, et puis illustrer par quelques exemples sans être exhaustif, passer en revue les limitations et les obstacles, les perspectives et les considérations éthiques et réglementaires, parce que, comme toute nouvelle technologie, surtout l'intelligence artificielle, il a suscité énormément de débats au niveau éthique et réglementaire, et le problème n'est pas encore résolu. Alors, l'intelligence artificielle en biologie médicale, il va toucher en fait au moins trois champs. D'abord la précision de diagnostic, la médecine personnalisée, le traitement personnalisé, et puis au niveau de la découverte de médicaments. Donc le champ, l'intelligence artificielle est en train, il y a déjà des exemples sur le champ, de découvrir des nouveaux médicaments à partir des connaissances déjà accumulées. On passait à côté de résultats parce qu'on n'avait pas les moyens pour essayer d'appréhender l'ensemble des données. Une définition rapide de ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est imiter les tâches humaines, tout simplement. Donc, ça implique la création de systèmes informatiques capables d'effectuer les tâches suivantes: apprentissage, raisonnement, résolution de problèmes, perception, reconnaissance vocale, compréhension de langage. Tous ces champs cognitifs nécessitent l'intelligence humaine. Et puis, il y a le deuxième aspect, à côté de l'imitation, c'est l'apprentissage adaptatif, parce que l'intelligence artificielle, elle intègre cet apprentissage automatique à partir de données qui lui sont disponibles, et donc permettant une amélioration continue à partir des données qui sont bien sûr disponibles. Et plus ces données sont structurées, de qualité, plus le système d'intelligence artificielle est pertinent. Mais en deux petits mots, l'intelligence artificielle, il permet, au niveau de la biologie médicale, en tout cas, de faire trois choses: classer, grouper et prédire. Alors, quel serait l'impact de l'intelligence artificielle sur le domaine de la biologie médicale? Donc, selon une étude qui a été publiée par l'American Journal of Clinical Pathology, il permettrait, donc c'est une étude qui est une étude revue qui démontre que l'intelligence artificielle, parce qu'on pourrait raconter ce qu'on veut, si on n'a pas les évidences derrière, ce n'est pas tout à fait scientifique. Alors, réduire les coûts des soins de santé, améliorer l'accès pour générer des meilleures informations et améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. En tout cas, sont ces trois aspects. La biologie médicale, elle est impliquée dans le champ global de ce que c'est que la santé.
Alors, l'intelligence artificielle peut être utilisée de plusieurs manières en biologie médicale. Alors, ici, il y a 4 éléments au moins. Donc, le diagnostic, en augmentant la précision, la rapidité de fournir des analyses qui aussi peuvent être prédictives, l'analyse de données. Donc, l'intelligence artificielle a la capacité d'analyser des grandes données et donc d'identifier des modèles dans des données complexes qui, a priori, ne se prêtent pas à une visibilité. Un traitement, des plans de traitement personnalisés, individualisés, c'est la mode de la médecine personnalisée, si j'ose l'appeler mode, et puis la recherche-développement illustrée par la découverte de nouveaux médicaments à partir des données qui existent déjà, à partir des données qui émanent des laboratoires de biologie médicale. Alors, quelques exemples d'usage de l'intelligence artificielle au niveau des laboratoires médicaux. Vous avez la possibilité d'automatiser les instruments afin d'améliorer leur efficacité. La détection d'erreurs. Donc, l'intelligence artificielle est capable de détecter des erreurs qui passeraient inaperçues même aux algorithmes dits traditionnels. La prévision. Donc, en analysant les données historiques, on peut prévoir les volumes des laboratoires et donc optimiser la gestion, l'interprétation des résultats et puis l'utilisation des tests pour optimiser donc, par exemple, en identifiant les tests inutiles. Bien sûr, le sous-jacent de ces différentes applications, c'est une informatisation et l'intégration de systèmes d'information de laboratoires dans les laboratoires d'analyse biologique. Donc s'il n'y a pas une informatisation, s'il n'y a pas un système d'information installé, il est tout à fait difficile de profiter de ce que peut apporter l'intelligence artificielle en termes d'impact. Alors, le problème, en fait, la force des laboratoires d'analyse biomédicale, c'est la génération de données, la génération de big data, de mégadonnées, de ces données massives. Mais le problème de ces données, s'ils ne sont pas structurés, s'ils ne sont pas standardisés, s'ils ne sont pas de bonne qualité, on se retrouverait devant un champ qui ne se prête pas à une meilleure exploitation des avantages de l'intelligence artificielle. Et l'adage anglais dit « garbage in, garbage out ». Donc, poubelle in, poubelle out. S'il n'y a pas des données qui sont intégrées dans le système d'intelligence artificielle qui sont de qualité, il ne faut pas s'attendre à un résultat par après. Donc, forcément, on est déjà, vous l'avez deviné, on est déjà dans un stade assez primitif au niveau de cet aspect de la qualité de données et de cette disponibilité. Vous avez tous sûrement entendu parler, c'est à la mode au niveau de l'intelligence artificielle, ces deux mots qui reviennent partout, machine learning, apprentissage automatique, et deep learning, apprentissage profond. Donc, la différence entre les deux, c'est que en apprentissage automatique, vous avez l'intervention de l'humain, de professionnel, qui va donner à la machine, à l'algorithme, extraire et donner des caractéristiques et guider l'algorithme dans ses analyses a posteriori. Dans la deep learning, il n'y a pas d'intervention humaine. Les données sont reçues par l'algorithme qui lui-même va devoir trouver les caractéristiques et donc pouvoir classer et donc résoudre le problème de la classification. Ici, ce schéma essaie de hiérarchiser, parce que c'est un champ quand même qui est assez vaste, assez complexe. Là, vous avez la référence là pour pouvoir hiérarchiser, mais en deux mots, l'intelligence artificielle peut être subdivisée en deux grands groupes. Il y a l'intelligence artificielle générale, qui donnerait sur l'intelligence super artificielle, et puis vous avez l'intelligence étroite. Donc les deux, intelligence générale et artificielle et super intelligence, on n'en est pas encore là. Là, c'est quand on va imiter de façon assez poussée le comportement humain, même dans ces complexités.
au niveau de la machine learning et de deep learning qu'on vient de citer, ils sont de côté de ce qu'on appelle l'intelligence étroite. Donc là, c'est vraiment, on parle d'intelligence, mais on n'a pas encore atteint le niveau cognitif des humains. Et finalement, ce n'est que l'implémentation de théories et de méthodes statistiques qui sont, et mathématiques qui sont informatisées. Et au niveau de machine learning, vous avez au niveau de l'apprentissage automatique, vous avez ces deux grands groupes dits supervisés et non supervisés. Supervisés, quand on donne au système les groupes qu'on aimerait bien classés, non supervisés, quand lui il serait le soin lui-même de trouver les caractéristiques pour classer. Alors, donc, je reviens sur la définition. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Donc, ce sont des algorithmes qui permettent d'assurer les tâches de reconnaissance d'images, de prise de décision. Il implique notamment la capacité d'apprentissage, de perception, de raisonnement et d'autocorrection. Ici, ce schéma résume les rapports qu'il y aurait entre le machine learning et le deep learning. Donc, le deep learning, apprentissage profond, est un sous-groupe de l'apprentissage dit automatique. Les deux font partie de grands groupes d'intelligence artificielle qui comprend les différentes catégories que je viens de citer. Donc, je disais tout à l'heure que c'est en 2017 en fait, qu'il y a eu ce signal que l'intelligence artificielle va débarquer, et de force, c'est Google DeepMind Health. C'est un algorithme qui a été produit par Google qui a démontré qu'il est capable de dépasser les organismes de veille sanitaire pour prédire les épidémies de grippe. Et puis en 2017, architecture GoogleNet Inception, c'est un algorithme qui a démontré qu'il est capable de diagnostiquer un cancer de la peau aussi bien qu'un dermatologue. Alors, ces découvertes donc, vont redonner, prouver, évidence à l'appui que l'intelligence artificielle elle a ses promesses au niveau de l'intelligence, au niveau de la biologie médicale. Donc, comment l'intelligence artificielle peut aider en biologie médicale de façon pratique, hein, parce que la théorie c'est bon, mais finalement c'est dans un laboratoire, il faut trouver des solutions terrain. Donc, rapidement, analyse d'images et de microscopie, interprétation de données génomiques qui arrivent notamment aujourd'hui, vous savez, ça devient quelque chose de routine de faire l'analyse d'exomes pour essayer de trouver les variants, diagnostic assisté par ordinateur, optimisation des protocoles expérimentaux et gestion des données. Alors, et puis la médecine personnalisée, parce que la médecine personnalisée est les corollaires de données massives. Or, les laboratoires de biologie médicale sont les générateurs de ces données massives, de plus en plus massives, avec les outils et les machines de plus en plus sophistiquées et les prix qui chutent de plus en plus. Un exemple concret de réussite au niveau de l'application de l'intelligence artificielle en biologie médicale, c'est le diagnostic automatisé de cancer du poumon à l'aide d'un algorithme de deep learning sur des images CT. Et donc là, l'input, c'est des images CT et l'output, c'est une classification pour dire si oui ou non nous avons un cancer. Et puis, entre les deux, vous avez toute une série de couches qui sont une boîte noire, mais c'est ces couches-là qui permettent au système de se remettre chaque fois qu'il obtienne des nouvelles données. Alors, quelques exemples d'outils d'intelligence artificielle utilisés en imagerie et en microscopie. Donc, sans être exhaustif, ça existe déjà. Vous avez le Deep Lens, le Cell Profile, DeepCell, Outpath, etc. Ces différents outils, ils sont là. Ils sont basés sur de l'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage automatique ou l'apprentissage profond, et qui vont permettre, donc, à l'exemple de ce que je viens de montrer par rapport au cancer de peau, de diagnostiquer des lames numérisées. Et donc, il faut passer toujours par la numérisation
pour essayer d'exploiter ces différents outils. Au niveau de l'analyse de génome, c'est le terrain sur lequel, enfin c'est le champ sur lequel ma recherche elle est focalisée. Donc là aussi, vous avez une série d'outils basés sur l'intelligence artificielle, Deep Variant, Deep Genomics, VARSOM. Ces différents outils, sans être exhaustifs, ils sont là pour essayer de détecter le variant, le SNPs, dans la masse de données exomicrogénomiques et qui serait et d'interpréter l'impact clinique de ces variants. Et donc, vous le savez, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de routine. On est passé des panels à l'exome en attendant de passer au génome. Alors, plusieurs appareils de routine des laboratoires d'analyse biologique sont en train d'intégrer différents outils et programmes d'intelligence artificielle. Ici, j'ai cité quelques-unes, microscopie à fluorescence automatisée, analyseurs hématologiques automatisés, système de cytométrie en flux, et j'en passe. Donc, c'est en cours. Tous ces automates vont, s'ils ne le sont pas déjà, à notre insu, intégrer des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, là aussi, au niveau il y a un système de gestion de bactériologie qui a intégré aussi, donc c'est un système de laboratoire automatisé qui a intégré la solution Phenomatrix, qui est une solution d'intelligence artificielle qui permet d'identifier les bactéries qui poussent sans devoir passer par des antibiogrammes. Alors, bien sûr, ceci suscite plusieurs questions et plusieurs défis, notamment la donnée de qualité structurée, standardisée. La puissance de calcul, c'est beau l'intelligence artificielle, mais si vous n'avez pas des centres de calcul puissants, d'ailleurs c'était le facteur limitant, pourquoi l'intelligence artificielle n'a connu son essor que récemment, alors qu'on a tous entendu parler dès les années 50, hein. Donc en tout cas que l'intelligence artificielle, on en parlait depuis les années 50, mais il fallait des centres de calcul de plus en plus puissants. Et puis la confiance, le trust, la confiance dans le résultat donné par le système, la confiance dans l'outil lui-même. Et cette confiance, comme vous le savez, c'est basé sur finalement des méthodes statistiques et probabilistes. Professeur Borkadi, tout à l'heure, nous parlait de spécificité et de sensibilité. Et bien, ces algorithmes, ils donnent toujours le résultat avec ces paramètres de sensibilité et de spécificité, entre autres. Et donc, on n'a pas encore atteint le 100% pour être sûr. Et donc, la confiance, il est toujours questionnable. Et puis, la responsabilité. Qui est responsable en cas d'erreur? L'algorithme, le fabricant, le biologiste médical, le médecin qui prenne en charge le patient. Nous avons là deux systèmes. Nous avons des systèmes d'intelligence artificielle qui sont là pour aider le médecin, mais on est parti vers des systèmes, c'est l'avenir, des systèmes d'intelligence artificielle substituts aux médecins. Et là, donc, ces différents éléments ne sont pas encore résolus. Alors, il y a des obstacles comme n'importe quelle nouvelle technologie. Les obstacles sont là. Donc, d'abord, les données de haute qualité, si on n'a pas de données de haute qualité, et des données de notre population. Et c'est là la force de votre association, d'association, c'est essayer, comment trouver le moyen, moi c'est un appel, essayer de trouver le moyen de mutualiser et les données, de les standardiser, uniformiser pour pouvoir les exploiter et les exploiter à des fins même pécuniaires auprès des industries pharmaceutiques et auprès des développeurs de solutions d'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas encore des meilleures pratiques pour valider ces algorithmes d'intelligence artificielle. Il n'y a pas encore des normes de laboratoire des applications d'intelligence artificielle. On est dans les premiers pas. Le manque de familiarité avec la technologie des professionnels va faire qu'on
on va hésiter à les utiliser, on va pouvoir essayer de les utiliser de n'importe quelle manière, surtout qu'on fait parfois confiance aux fournisseurs. Le fournisseur, il est vendeur, donc on prétend, d'ailleurs, vous le voyez, on prétend beaucoup de choses à l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle n'est pas encore la solution à 100% confiante. Voilà, et puis le coût d'investissement, le manque d'avantages cliniquement prouvés, évidencés, le nombre de décideurs impliqués, et les problèmes de confidentialité et de protection de la vie privée. Ce sont là quelques limitations par rapport à l'usage de façon massive en milieu laborantin de l'intelligence artificielle. Et là, ce schéma-là résume le problème de l'intelligence artificielle par rapport au système de santé en général. Et comme vous le voyez, vous avez donc le point focal, c'est la donnée. Il faut des données structurées, des données de qualité. Il faut de l'interopérabilité, pouvoir donc échanger, parce que chaque laboratoire utilise un système différent et les systèmes n'arrivent pas à parler. Donc mutualiser les laboratoires pour créer une base de données commune où tout le monde se regroupe sera un challenge pour résoudre ce problème d'interopérabilité. Le ministère de la Santé a lancé un vaste programme de cet aspect d'interopérabilité. Voilà quelques-unes des limitations au niveau systémique. Maintenant, concernant les enjeux éthiques et réglementaires, c'est nouveau, ça frappe à la porte. L'OMS a lancé deux groupes de travaux, l'un focalisé sur l'éthique et la gouvernance et l'autre sur la réglementation. J'ai eu l'honneur de participer dans le groupe d'experts qui était chargé de préparer un document de considération de base destiné aux pays membres sur quelles sont les considérations réglementaires à prendre en considération pour le développement des lois. Donc, vous le voyez, ça a été annoncé le 19 octobre 2023. C'est vraiment très, très récent. Je vous invite à consulter si ça vous intéresse, bien sûr, d'aller consulter le document qui est assez volumineux, mais il y a des résumés sur le site. Là, pour résumer les 6 principes de ce document de considération réglementaire, donc il y a la transparence et la documentation, la gestion des risques, la validation externe, ça c'est quelque chose de très important. Il faut valider l'outil d'intelligence artificielle avec des données externes dans des organismes indépendants. Et puis de bien clarifier l'utilisation prévue de cette intelligence artificielle, parce que l'objectif risque de changer en cours de chemin. Et comment gérer ces changements, comment gérer l'output qui viendrait de ces données, parce que les données in et out, il risque qu'il y a des modifications. Et puis, donc, la qualité des données, c'est quelque chose qui a été donc mis en évidence, qui a été pointé du doigt. C'est l'un des facteurs limitants d'une bonne exploitation. Et puis, la protection de la vie privée, la protection des données, et puis la collaboration. Et la collaboration est un élément clé. Les outils d'intelligence artificielle, s'ils sont développés par l'ingénieur dans son petit coin, ils ne seront jamais exploités de façon optimale par le professionnel de la santé. Et puis là, c'est le rapport de comité d'éthique et de gouvernance. Et puis, donc, je termine avec les perspectives. Les perspectives, le NIH a lancé un vaste projet qui s'appelle Bridge to AI. Et ce vaste programme, il est original. L'idée, c'est de collecter le maximum de données, mais qui soient structurées et de très bonne qualité pour mieux accompagner cette révolution de l'intelligence artificielle. Et à cet égard, donc les laboratoires d'analyse biologique et le syndicat seraient à même de s'amener à rejoindre cette révolution, à rejoindre cette campagne et essayer de déjà commencer à sensibiliser à la qualité de données, à sa standardisation pour pouvoir l'exploiter par les ingénieurs, nos fabricants de solutions d'intelligence artificielle. L'avenir sera fait que automatiquement, tous les outils
tous les machines, tous les automates qui sont d'abord dans les biologiques seront équipés à notre insu, de façon spontanée. On ne va même plus se poser la question est-ce que la solution est une solution d'intelligence artificielle, mais il faut déjà savoir que c'est une solution ça veut dire que tout dépendra du moment où vous allez faire votre analyse. Vous risquez de ne pas avoir le même résultat, étant donné que cette analyse dépendra toujours de l'input et de la masse de données qui est accumulée. Voilà, donc pour conclure, le laboratoire médical, l'adoption sûrement va offrir une opportunité unique. Les flux des données optimisés des laboratoires, donc là le point elle est essentiel et le laboratoire de biologie médicale sont une pierre angulaire dans le développement des solutions d'intelligence artificielle et dans le développement de la médecine personnalisée. Et puis, loin d'être une finalité, l'intelligence artificielle est un outil. Le professionnel de la santé, le laborantin, le biologiste médical sont là pour accompagner ces outils qui devraient être toujours des outils. Merci de votre attention.